va discuter justement d'infos toutes fraîches qui sont très très intéressantes sur le fait que les caisses de l'État sont totalement vides. J'ai dit ça avec le sourire. Non, mais chaque situation douloureuse, il faut y voir quelque chose d'optimiste. Je m'exprime. Enfin, je m'explique. Je m'explique et durant ce sujet. Donc, sans plus attendre, allons à la... Bonne nouvelle de la semaine. Oui, c'est vrai. Après ces 2-3 semaines de... Après ces 2-3 semaines de mauvaises nouvelles, j'avais l'impression qu'on était des corbeaux. On venait tout le temps vous annoncer des nouvelles indélicates. On faisait des paris équestres sur l'arrivée des cavaliers de l'Apocalypse, c'était pas très bien glorieux. Mais en tout cas, bon, voilà. Donc on va commencer à lire cet article de Zone Bourse qui annonce un peu la situation budgétaire. Donc, zone euro, politique budgétaire plus stricte en 2024. Certains pays trop dépensiers par la Commission. Bon, je vous laisse deviner de qui on va commencer, on va parler. Bruxelles, 21 novembre. On est le 22 novembre, donc c'est tout frais. La politique budgétaire de la zone euro va être plus stricte l'an prochain, mais plusieurs pays, dont la France et l'Italie, prévoient de dépenser trop, allant à l'encontre des recommandations de l'Union européenne, a annoncé mardi la Commission européenne après l'analyse des projets budgétaires des États de la zone euro pour 2024. L'orientation budgétaire générale de la zone euro devait être restrictive en 2024 à cause de la fin des mesures de soutien énergétique, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Dans ses prévisions du 15 novembre, l'exécutif européen a estimé que le déficit budgétaire des 20 pays de la zone euro s'élèverait à 2,8% du produit intérieur brut en 2024 contre 3,2% cette année. Une prévision à même de satisfaire la Banque centrale européenne, la BCE, qui a maintenu ses taux d'intérêt à des niveaux records pour contrer l'inflation. J'arrive pas à y croire, la Banque centrale européenne ne peut pas être satisfaite. C'est chronique chez elle. Les succès du resserrement monétaire opéré par la BCE ont été obtenus au détriment de la croissance économique, au ralenti en 2023, moins 0,6% contre 3,4% en 2022. La Commission procède à un examen de projets budgétaires des États de la zone euro pour surveiller si les gouvernements respectent les règles fixées par le cadre du pacte de stabilité et de croissance, qui vise à renforcer la gouvernance économique et la surveillance budgétaire de la zone euro. Mais il n'y a pas de souci à se faire. Nous, en stabilité et croissance en France, on est des champions. Donc, tu vois, il y a de toute façon, voilà, ils sont pas contents. Déjà, dans un premier temps, ils sont pas contents parce que maintenant, ils ont le droit de surveiller ce que tu fais dans ton pays. Si ça a pas de sens, voilà, tu vois, on est vraiment dans ce qu'on appelle les manager planners dans le milieu. Ils sont derrière leur, tu sais, ils ont plein de fichiers Excel, plein de tableaux Excel, et ils sont là en train de dire ah non, faut réduire, mais bon, ça va tuer 1000 personnes. Non, faut réduire. Les chiffres ont parlé. Les chiffres ont parlé. Une vision purement comptable, complètement déconnectée de tout, quoi. Cette révision s'effectue dans le cadre de critères établis plus tôt dans l'année qui stipulent que les gouvernements ne doivent pas baisser leurs investissements, doivent retirer les mesures de soutien énergétique lancées lors de la crise de la prix de l'énergie de 2022. Donc voilà, le piège commence à se refermer. La situation en France est dramatique déjà, mais elle est maintenue artificiellement, on l'a dit dans le sujet de l'inflation. Enfin, l'INSEE dit que le pouvoir d'achat des Français a augmenté. On en avait parlé. Et dedans, on avait stipulé le fait que, concrètement, non, il recrée de l'inflation sur de l'inflation. En fait, c'est reporter le problème. Et là, on arrive sur un point pivot. Justement. L'Europe leur demande d'arrêter les subventions, mais s'ils retirent les subventions... on est dans le mur. Donc, le gouvernement est entre le marteau et l'enclume. Il ne veut pas enlever ces mesures parce qu'il sait que sinon, il se prend la population dans la rue. Du gilet jaune x10. Un certain nombre de projets de plans budgétaires prévoient de poursuivre la politique budgétaire prudente de retirer les mesures de soutien énergétique en 2023 et 2024 et d'utiliser les économies réalisées grâce à ces mesures pour réduire le déficit, a indiqué la Commission. Elle a déclaré être d'avis que les projets de plans budgétaires de Chypre, de l'Estonie, de la Grèce, de l'Espagne et de l'Irlande, de la Slovénie et de la Lituanie sont conformes. Ils ont fait le taf.
Les projets de plan budgétaire de l'Autriche, de l'Allemagne, de l'Italie, du Luxembourg, de la Lettonie, de Malte, du Pays-Bas, du Portugal et de la Slovaquie ne sont pas totalement conformes aux recommandations. Se dire, voilà, moyen, Ouais. moyen plus. Peut mieux faire. Et les projets de plan budgétaire de la Belgique, de la Finlande et de la France et de la Croatie risquent de ne pas être conformes aux recommandations du Conseil, a poursuivi l'exécutif européen. La Commission invite particulièrement la Belgique, la Finlande, la France et la Croatie À prendre des mesures nécessaires pour assurer que la politique budgétaire de 2024 soit en ligne avec les recommandations du Conseil émises en juillet 2023. Est-il écrit dans le communiqué. Des recommandations comprenaient l'augmentation des dépenses primaires nettes pour 2024, un indicateur qui devrait devenir le critère clé de la nouvelle règle, qui vise à réduire graduellement la dette publique sur une période de 4 à 7 ans. Donc là, on est au moins parti sur 7 ans d'austérité, voilà, tu vois. Là, on arrive à avoir Ben, Macron l'a eu, son septennat, alors. Bref, la Commission européenne dit que la France est un mauvais élève et s'il ne veut pas redoubler sa troisième, il va falloir qu'elle fasse beaucoup d'efforts. Alors. Et pour une fois, la France commence à se faire taper sur Bruxelles. Ben, elle était, on savait que c'était la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la France. Mais on pensait que ce serait d'abord l'Italie qui tomberait vraiment, avant que ce soit le tour de la France. Normalement, ça devait être l'Italie qui devait chuter avant la France. C'était dans le planning. Alors. Gobelin qui dit suffit de remplacer le mot par Gérald Darmanin. Gobelin dit également une approche très calculée de l'idée de la démocratie. Disons que rien de neuf sous le soleil. Si. Maintenant, c'est officiel. La France est une mauvaise élève. Si, parce que en fait, là, ce qu'on savait, c'est qu'il était à 3%. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de déployer le plan 2024, le plan budgétaire pour 2024, et qu'il est à 4,4%. Il est 1,4% au-dessus. Enfin, il est. Mais comment ça a pu passer, ça? Il n'y a pas un parlement pour empêcher le budget de voter n'importe quel État? Quel budget? Ben non, rappelle-toi, ils ont fait une mesure, extraordinaire qu'ils avaient fait passer en 49.3 en octobre. Oui, ils voulaient en rajouter encore quelques couches. Donc des décisions prises par des technocrates qui veulent appliquer des réglementations à des pays qui sont différents en tout point. Oui, mais avant, on parlait de la France comme le couple franco-allemand, celui qui donnerait le ton à l'Union européenne. Maintenant, même la Commission européenne tape sur les doigts de la France. Et il faut qu'ils réagissent vite parce que sinon, ils perdent le pouvoir. Sinon, c'est l'Europe qui va diriger la France. En gros, c'est ça la condition du pacte s'ils respectent pas. Donc la mise sous tutelle. Macron qui voulait plus d'Europe va être servi. Donc, à l'issue de ça, notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, paix à son âme, parce qu'il en a plus pour longtemps, lui, je pense, cherche à trouver des solutions pour réduire à 3%. Cherche encore. Donc, cette nouvelle est sortie le 19 novembre. Donc, avant que l'article précédent était le 21 novembre. Donc, on était, tu vois, quelques jours. Donc, ils le savaient qu'ils allaient se faire dégommer. C'est un truc sur le feu. Finances publiques. Le ministre de l'économie veut réduire d'un quart les surfaces occupées par l'administration. Il n'y aura pas d'immunité. Tous les ministres seront concernés, assurait Thomas Cazenave, le ministre délégué aux comptes publics dans la tribune de dimanche. Vous vous rappelez de Bernard Cazenave, c'était celui qui nous disait que Elisabeth Borne allait nous mettre 1049.3 sur avant la fin de l'automne. Sans scier, s'il le faisait avec maestrie. Donc, il est le petit capot de Bruno Le Maire. Le voilà. Afin de faire des économies, Bercy veut drastiquement réduire la surface immobilière occupée par l'administration. Le ministère de l'économie compte baisser de 25% les surfaces occupées par l'État. Et les organisations publiques a annoncé dimanche
19 novembre, le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, dans la tribune du dimanche. Donc là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est l'État va vendre 25% des bijoux de famille. Il commence par l'Élysée. Non, tu vas voir que c'est l'Élysée. Après, tu vas voir plus loin que l'Élysée ne fait pas partie du plan. Non, mais c'est ça que je trouve. Je pense que la Commission européenne, il faut qu'on soit d'accord avec ça, regarde nos vidéos. On parle des folles dépenses du gouvernement, des vacances à part. Et ensuite, paf, décision de la Commission européenne dit à l'instant. Ils ont raison, ces deux-là. Écoute, pour revenir à notre vidéo sur vacances à vos frais, bientôt c'est les européennes. Il faut qu'on arrive à devenir député européen. Le seul parti qui est capable apparemment d'éclater tout le monde en ce moment, c'est le RN. Il faut qu'on se rapproche du RN. Oui, mais on n'est pas à vendre. Enfin bref. Mais c'est scandaleux parce qu'en fait, voilà, ils vont brader les bijoux de famille. Sans préciser de calendrier, je veux porter une réforme ambitieuse de l'immobilier de l'État, a annoncé le ministre dans un entretien conjoint avec le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. C'est un vrai levier de sobriété. Ah oui, tu m'étonnes, il est obligé de vendre les bijoux de famille. Notamment compte tenu des nouvelles formes de travail, le ratio des surfaces par agent public. Donc tu vois, c'est là qu'on y vient, est aujourd'hui de 24 mètres carrés, très supérieur à celui du privé. Nous souhaitons le ramener à 16 mètres carrés. Cela peut aussi passer par des cessions immobilières, a détaillé Thomas Cazenave. Donc tu vois que c'est pas l'Élysée qui est concerné. On parle du fonctionnaire qu'on va lui réduire son espace de travail. Ça y est, ils veulent revendre à l'Église les biens pris sous la Révolution. C'est ça. Des premières pistes attendues pour mars. Le journal rappelle que le patrimoine immobilier de l'État et des organismes publics inclut 192 000 bâtiments et 30 000 terrains sur 94 millions de mètres carrés, dont la moitié pour l'éducation nationale, et les armées. Donc il va y avoir un choix. L'éducation ou l'armée? Non, c'est dangereux parce que maintenant même les élèves commencent à brûler des préfectures. Il n'y aura pas d'immunité, tous les ministres seront concernés, assurait Thomas Cazenave. Le sujet ne manque pas, le logement, une décentralisation plus claire, l'audiovisuel public, le maquis des aides sociales et leurs modalités de versement, poursuit-il. Donc tu vois, toute une série. Bref, ce qui s'est passé durant les émeutes de cet été, on va le généraliser. Poursuit-il, les résultats des revues devraient être connus début mars. Donc ça fait 5 mois pour s'en mettre plein la panse encore au niveau du gouvernement et ensuite plan de sobriété de l'État, pour l'État. Et la deuxième mesure planchée sur laquelle ils sont en train de travailler, ça, apparemment, une nouvelle réforme du chômage, plus étendue, parce qu'on rase gratis. Alors, je vais regarder les commentaires. Gobelin qui dit « Cela reste dans la continuité de Macron de brader les ressources de la France ». Alors, vendre des infrastructures de la France, oui. Vendre le patrimoine de la France, c'est autre chose. On est encore au-dessus. Vagabonde qui dit « Pile ou face, les deux touchent le fond ». Bah, moi je pense que ceux qui vont toucher, je pense que ça va être les militaires. Hein. Étant donné que, dans la logique de Macron, il veut plus ou moins faire une armée commune. Et il veut arrêter justement de gérer de plus en plus l'armée de l'État. Alors il va quoi? Il va donner l'armée, il va l'envoyer à hauteur de 25% quelque part dans d'autres pays pour dire... Non, c'est pas ça, c'est qu'en gros, il veut partir justement sur une armée commune européenne. Lui, c'est son ambition. Donc forcément, comme il veut aller dans cette logique... Ça allège le budget de l'État. En même temps, à ce moment-là, il n'est plus conforme alors au règlement de l'OTAN sur les 3% du PIB qui doivent circuler pour l'armée. Ils ont l'habitude, si jamais. Donc, revenons du coup sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le chômage pour encore plus Donc, ils veulent toucher les seniors. Tu sais, les plus de 50 ans qui n'arrivent pas à retrouver du travail. C'est ce qu'on disait avant, il veut tuer son électorat. Bah,
ce que je te disais, enfin, ce que je disais depuis longtemps, tu vois, c'était, ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est qu'ils étaient là en mode, encore une minute, monsieur le bourreau, tu vois. Mais ça y est, ils vont passer à la casserole. Donc, face à la nécessité de trouver de nouvelles économies, le gouvernement planche sur un durcissement des règles concernant le chômage des seniors. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de réflexion plus large sur la gestion des dépenses publiques et la réforme du modèle social français. En gros, bon, c'est comme ça qu'il présente dans l'article. En réalité, Bruno Le Maire planche dessus pour essayer de réduire justement l'écart des 4,4% du budget qu'il a présenté à Bruxelles pour le ramener le plus proche possible de 3%. Alors, au lieu de baisser le salaire de 25% sur tous les députés, on va plutôt baisser au niveau de la possibilité pour les seniors de se débrouiller. Donc on te demande d'abaisser l'assurance chômage, des parachutes, tout ça, on augmente de 22% au Parlement européen. Voilà. Bah, moi, je suis quand même fasciné par... Le toupet. Non, puis le niveau de résilience des gens, en fait, finalement. Parce que... Les Français peuvent briller, mais on espérait que ce serait pas par leur résilience. Les récents propos de Bruno Le Maire et du ministre délégué au compte public Thomas Cazenave, dans la tribune du dimanche, révèlent une volonté de réévaluer les dispositifs d'indemnisation du chômage des seniors. Actuellement, un senior de plus de 55 ans bénéficie d'une indemnisation pouvant aller jusqu'à 27 mois. Donc, tu vois, normalement, avant la réforme, on était à 24 mois pour plafonner pour un actif. C'était le maximum. On l'avait augmenté pour les seniors parce que justement, ils ont une difficulté de réinsertion, de retrouver un emploi parce qu'ils sont à un âge avancé. Donc, voilà, une durée supérieure à celle accordée aux autres chômeurs. De plus, après 62 ans, sous certaines conditions, les allocations chômage peuvent être perçues jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Tu vois, c'est logique. Bon. Ces mesures, bien qu'ayant pour but de protéger une population plus vulnérable sur le marché du travail, sont perçues par Bercy comme des facteurs contribuant de maintenir un taux de chômage élevé parmi les seniors. S'il y a des personnes qui cherchent du travail plus activement que d'autres, je pense que ce sont bien les seniors. Ils ont l'habitude. Là, on va demander aux seniors d'être aussi flexibles que des trentenaires qui sont sur le marché du travail. Ah, ils ont voulu être en marche. On va les mettre en marche. En marche forcée. Non, mais en vrai, c'est dégueulasse. Dans cette optique, le gouvernement envisage de revoir ses critères, alignant ainsi la politique d'indemnisation chômage sur les récentes réformes de retraite. Négociation délicate en vue. Cette proposition s'inscrit dans le cadre plus large des efforts du gouvernement pour atteindre le plein emploi défini par le taux de chômage d'environ 5% d'ici 2027. Actuellement, la France connaît un taux de chômage de 7,4%. Il était à 6,9% trimestre dernier quand on avait fait notre sujet justement sur France Travail. Bon, bah, il s'emballe. Il semblerait que les méthodes de Macron ne marchent pas très bien. Donc, marquant une légère hausse par rapport au trimestre précédent. La révision des règles d'indemnisation des seniors pourrait donc être un levier stratégique pour réduire le chômage global et optimiser les dépenses publiques. Bah voilà, c'est écrit noir sur blanc. Hein. On va utiliser les seniors pour réajuster la fameuse courbe du chômage, pour juste entendre nos politiques à la télé nous dire « Oui, on a fait du bon boulot, on est revenu au plein emploi. » Pour être caressé. On les exclut du système social et Incroyable. Incroyable. Le ministre de l'économie insiste sur la nécessité de faire des choix courageux pour transformer le modèle social français. Donc, il va falloir faire des choix courageux. Selon lui, ne pas entreprendre de telles réformes pourrait conduire le pays vers une situation économique plus difficile. Ah bah bravo Bruno, tu l'as trouvé tout seul. Et peut-être c'est vos décisions qui vont peut-être amener à ça. Repasse-toi des questions Bruno. Caractérisé par on peut pas lui en demander trop, il a fait Norman Lettres, donc... On lui demande de faire des chiffres, tu vois, les lettres, les chiffres, des chiffres et des lettres. Il n'y a pas la lumière à tous les étages, c'est pas sa faute. On lui a donné un emploi fictif. Pardon, pas fictif, c'est un emploi très véritable. Son économie. Dans ce contexte, la réforme de l'assurance chômage des seniors semble être un des nombreux chantiers que le gouvernement souhaite ouvrir pour assurer la viabilité économique et sociale à long terme. C'est bien sûr un chantier hautement politique et l'exécutif marche sur des œufs,
pour ne pas allumer un nouveau mouvement social. Ben oui, il n'est pas social. Il y a Gobelin qui dit bientôt le travail des morts. Bah, comment il s'appelait? Salomon qui nous faisait le décompte des morts. Peut-être qu'avec un nouveau président, ça fera une Lazare. Ils reviendront à la vie. Ça y est, une autre solution. On diminue pas le social, mais on fait un French exit. Un Frexit. Un Frexit. Un French exit. On dit à la Commission européenne, merci pour vos recommandations, mais finalement, on sort de la partie, on garde nos gains, et merci Jean-Pierre Puis Foucault. en plus, tu sais, en plus, ça serait pas con, parce que tu verrais en plus qu'on donne à l'Union européenne. C'est insane. Et puis bon, il faut savoir que là, en plus, ce sera le prochain document qu'on va traiter. La France vient de se prendre une amende de 1 milliard d'euros par les Allemands, enfin par Bruxelles, mais par les Allemands, parce qu'ils n'ont pas fait du bon travail, ils n'ont pas mis suffisamment d'éoliennes partout en France. Donc on vous adresse une amende de 1 milliard d'euros. Voilà. L'Empire teutonique n'est pas mort. Non, mais il veille à ce qu'on le devienne. Donc, mais ça j'ai le droit sur Twitch de faire des imitations d'Allemands, parce que c'est légal, c'est dans les règles. C'est promouvoir la diversité européenne. Non mais en vrai, on va faire un petit point. Il faut voir ça comme une opportunité. Pour les seniors. Non, l'ensemble. Parce que là, déjà, dans un premier temps, ils sont pressurisés d'un côté. Là, on commence à voir que ils vont faire des mesures impopulaires, qui sont en train de les mettre en difficulté et qui va pressuriser par le bas. Ça va sauter. La population le prend mal, la Commission européenne le voit mal aussi. Peut-être qu'ils vont devenir à nouveau les meilleurs amis des Américains. Je sais pas, quelqu'un qui pourrait les sauver. Donc, moi je te dis, j'ai vu le calcul, ce sera 1 milliard. Énergie renouvelable, la France devra débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Mine de rien, tu les entends à la télé, ils font tous de l'excellent travail, ils s'auto-congratulent, mais finalement, dans les faits, ils n'arrêtent pas de se prendre des amendes parce qu'ils n'ont pas tenu les objectifs. Objectifs qui signent, qui disent d'accord, on va faire comme ça. Vagabond qui dit et que même les Allemands nous achètent de l'électricité puisqu'ils ne produisent pas assez. Et justement, moi, je serais à l'État français. C'est en réponse. Stan Gobelin avait dit l'Allemagne va rester dépendante énergétiquement de l'UE pendant un sacré... Non, encore plus haut là. Quand on voit l'efficacité de l'éolienne par rapport au nucléaire, l'Allemagne va rester dépendante énergétiquement de l'UE pendant un sacré bout de temps. Et Vagabond dit... Et que même les Allemands nous achètent de l'électricité puisqu'ils ne produisent pas assez. Mais justement, on a un levier. Vous voulez nous mettre une amende de 1 milliard pour les éoliennes? Bah, gardez vos éoliennes, on va la payer, mais fini l'électricité. Enfin, tu vois, tu peux négocier, quoi. Oui. À ce niveau-là, la France peut négocier, tu vois. Et par rapport aux éoliennes, le vent tourne. On peut peut-être trouver une façon de dire, bon, on va payer le milliard avec l'énergie que l'on va mettre plus cher à l'export. Et tu sais que ça va faire qu'une économie, tu sais, le fait de vendre les 25% là du parc du patrimoine immobilier de la France, ça va juste rapporter que 12 milliards. 12 milliards, ça te paraît être énorme, mais ils ont 3 000 milliards de dettes. 12 milliards, 3 000 milliards, ça fait 20%, ça. Attends. Sur 3 000 milliards. Non, ça fait quoi? Ça fait que dalle. Ça fait que dalle. En valeur, hein, bien sûr. Oui, mais ils veulent vendre quoi alors pour des clopinettes en plus? Bah, les bâtiments aussi, les bâtiments publics. Oui, mais ça sert à quoi de vendre si ça ne change rien? Oui. Et ils vont aussi signer les seniors, ça non plus, ça va pas leur rapporter des fruits. On va pas me dire qu'il y a 3 000 milliards pour les seniors. Et il y a Macron qui veut stopper le nucléaire. Bah ouais. Un vrai dindon. Effectivement, Vagabond a raison. C'est bon la dinde de Noël.
Alors qu'au rapport énergie produite CO2, émis, le nucléaire fait carton plein. Et le carton, ça se recycle, ça marche aussi. Oui, ça fait de l'énergie carbonée. C'est pas bon. Ça donne l'impression d'agir alors que rien n'est fait. Oui, mais c'est agir de façon le plus impopulaire possible pour résoudre un problème qui ne sera pas résolu. Donc, énergie renouvelable, la France devra débourser plusieurs centaines de millions pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Voilà, on a notre bonne vieille Coucouche Panier, Agnès Pannier-Runacher. Tant qu'on ne dit pas à la niche, tout va bien. La facture est sévère pour ne pas avoir atteint ses objectifs européens en matière d'énergie renouvelable en 2020. Il était lui-même fixé une dizaine d'années auparavant. L'État français va devoir débourser plusieurs centaines de millions d'euros. La France, ça lui coûte 500 millions d'euros cette année de ne pas avoir fait son développement des énergies renouvelables. Mais avec plusieurs machins, on arrive à 1 milliard en fait. Attends, mais là, le nucléaire n'a pas été officiellement approuvé récemment comme énergie renouvelable ou énergie verte, comme ça, par l'Europe. Non. C'est pas passé. Non, parce qu'en fait, c'est les écolos, enfin les FDP. Non, c'est ça. Les FDP d'Allemagne. Les FDP d'Allemagne qui ont fait passer ça comme ils étaient en majorité à un moment au Parlement européen. Ils ont fait passer en fait des mesures comme ça sur il faut arrêter le nucléaire, il faut faire des petits moulins à vent et c'est génial, tu vois. C'était à cette époque-là, c'était à l'époque de Merkel. Il y a 13 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans, on l'a pas fait, juste en période Covid. Et maintenant, il faut payer au minimum 2 millions, voire 1 milliard pour qui? Mais on n'a pas rempli cet objectif. La France se doit qui à l'Europe. Oui, à l'Europe. L'Europe fait des amendes sur des lois qu'ils votent eux-mêmes et ils se mettent des amendes, tu vois. C'est super comme système. C'est comme ils ont voté, ils votent pour leur salaire, mais ils votent aussi sur sur les punitions qu'ils s'infligent eux-mêmes. Il y a un côté masochiste à l'Union européenne. Hein. Bon, enfin bref. Donc, la France est le seul pays parmi les 27 membres de l'Union européenne à avoir raté sa cible il y a 2 ans. Donc c'est pour ça, tu vois, ils cumulent les 2 ans. Les énergies renouvelables ne représentaient que 19,1% de la consommation finale brute énergétique, bien en dessous des 23% prévus. Cet objectif étant contraignant, la France doit désormais acheter à des pays bons élèves qui ont dépassé leur cible des volumes statistiques d'énergie renouvelable par le biais d'un mécanisme européen. Nous sommes en négociation pour acheter des mégawatts statistiques à l'Italie et à la Suède. Attends, tu te rends compte du niveau? La France produit plus d'énergie que tous ces pays, et on doit acheter des mégawatts statistiques, A détaillé Agnès Pannier-Runacher. Et puis j'aime bien le terme de on doit négocier avec l'Italie et la Suède pour qu'ils nous vendent des trucs qu'on a nous-mêmes créés, quoi. Non mais ils sont incroyables, hein. Par l'ordre, donc, si le montant final serait bien de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, il n'était pas arrêté les discussions avec d'autres États membres étant encore en cours. Un retard très dommageable. La suite est réservée aux abonnés, mais ça va, on a déjà le... Bon. Tu vois, voilà, ils sont en train de se marrer, enfin, tu l'as dit au dernier live, c'est l'Ouroboros, quoi. Ils sont en train de se manger, quoi. C'est de la cannibalisation. Et en même temps, ils disent toujours qu'ils vouent plus d'Union européenne. Mais non, mais ça, c'est juste pour faire allégeance. Oui, mais là, c'est comme faire allégeance au bourreau, tu vois. Mais oui, mais c'est ça. Bah, comme quand tu vois des fois le comportement, je suis désolé, de certains Français qui sont là face à Macron, c'est le syndrome de Stockholm. Moi, tu vois, un truc qui m'a, moi, l'image qui me choque, qui me choque et qui reste en tête malgré les années, c'est je vois le confinement. Les gens sont enfermés chez eux, il y a Macron dans la rue en bas de chez eux qui est en train de leur parler, et puis t'as les gens qui l'applaudissent et qui le saluent. Tu vois, pour moi, c'est Stockholm. On appellera ça le syndrome Macron maintenant. Et on pourra le représenter par une personne qui est en train d'aiguiser l'âge du bourreau. Gobelin qui dit c'est un peu comme le CNC, en fait, c'est des gens qui s'autodotent du pognon entre copains. Oui, c'est ça. Bah, le CNC, ouais, bah,
c'est dans la logique de l'Union européenne. Non, c'est pas idiot ça. Le CNC donne de l'argent. Oui, c'est intéressant. Hein. Nous ne sommes pas à vendre, mais envoyez quand même des propositions. T'es grillé avec le discours et avec cette chaîne, t'es grillé, t'auras jamais les subventions. Il faut dire merci Macron, bonjour monsieur. Merci. Non, j'arrive pas à le dire. Et peut-être t'auras de l'argent du CNC. Le CNC aussi va perdre 25% de son financement, j'imagine. Sauf que actuellement, je te disais, là c'est la première partie qu'on termine sur ce sujet. Là, on va passer sur l'impulsion par le bas, la pression par le bas. C'est nous qui va arriver et qui est bien en marche, Macron. Et crois-moi, Macron, cette fois-ci, ils vont venir te chercher chez toi. En marche sur l'Élysée. Donc, on est en pleine crise du logement actuellement. C'est officiel. Ça fait 2-3 semaines que je vois le sujet passer. Ouais. J'attends d'avoir un peu plus de données et je pense que c'est le moment idéal de parler de ça. Donc, la crise du logement, dis-toi qu'à Lyon, il y a 16 000 personnes actuellement qui n'arrivent pas à trouver de logement, qui sont SDF. Et sur quelques semaines, hein. Donc là, ça va commencer. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Ça va se multiplier. J'ai le sourire, ça me fait pas marrer, c'est pas drôle, c'est nerveux. C'est le désespoir. C'est le désespoir. 16 000, donc sans domicile fixe. 16 000 sans domicile, qui n'ont pas l'accès au logement, donc. Et il y a des régions qui sont déjà sous tension, qu'on commence à voir, qui sont, notamment la Bretagne. En fait, tu sais, l'effet Covid, tu sais, là où les Parisiens, ils sont partis, s'acheter une résidence secondaire, pour faire du télétravail hors de Paris. Ces zones-là, actuellement, on est en plein dans une crise du logement. Elles sont saturées. Mais il n'y a pas que ça qui va, en plus, l'accentuer et la développer. Vous allez voir que là, d'année en année, ça va être de pire en pire, c'est une bombe à retardement. Il n'y a pas le son sur la vidéo. On va régler le son, vous en faites pas. Vous l'avez? Attends. Non. Attends. Audio du bureau. Ah, ils l'ont toujours pas. Qu'on te fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Voilà, on parle beaucoup de la bonjour oui, on parle beaucoup de la question des punaises de lit, mais c'est la crise de l'immobilier qui se profile, qui est d'une autre importance. Il y a même quelqu'un qui a parlé d'une véritable bombe sociale. C'est le maire de Cannes, David Lisnard.
Oui, ouais, bon, bombe sociale, je pense qu'on peut reprendre le terme. Hein. Le logement est en crise dans notre pays, un peu partout, hein, dans les villes, les grandes villes, les moyennes villes. C'est une bombe sociale pour plusieurs raisons. On ne construit plus assez d'appartements, de maisons, de logements sociaux. 2,5 millions, hein, je rappelle toujours ce chiffre quand même, il est éloquent. 2,5 millions de ménages français sont en attente d'un nouveau logement social ou d'un logement social en première accession. Ça fait donc du monde qui attend un logement. Cette crise de l'immobilier va être, oui, très violente. Elle l'est déjà, et puis surtout, elle s'ajoute à la crise du pouvoir d'achat, à la crise de l'insécurité. Vous venez d'en parler avec cette dame qui a été agressée. Donc ça fait beaucoup de crises, mais celle de l'immobilier, elle est à bas bruit, pas grand monde n'en parle, et pourtant, elle frappe les ménages français. Oui, c'est ça. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent cette crise, ou en tout cas cette crise menaçante ? Bon, il y en a plusieurs. La crise est multifactorielle. Ces facteurs de crise s'additionnent. Je vais vous en donner quelques-uns. Bon, je vais rien inventer, mais ils sont très frappants. Bon, la hausse des taux d'intérêt partout en Europe, évidemment, ça se répercute, ça surenchérit le coût du crédit pour les ménages qui veulent acheter un bien immobilier, pour ceux qui en ont les moyens, et notamment pour ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois. Il y a aussi le plafond en pourcentage qui a été décidé par les autorités financières françaises, de plafonner, bon, on peut comprendre en termes de revenus, le niveau d'endettement d'un ménage qui souhaite acheter un bien immobilier, évidemment. Il faut pouvoir continuer à vivre si on s'endette. Donc il y a un pourcentage qui plafonne les dépenses. Il y a la fin aussi, pour des raisons qu'il faudra m'expliquer, du dispositif fiscal Pinel, qui aidait justement à l'accès à la propriété. Bon, ça coûtait de l'argent au budget, mais par rapport au reste, c'est pas grand-chose. J'ajoute comme facteur la rareté du foncier aussi. Bah oui, Patrick, plus le foncier est rare, plus le prix du mètre carré est cher. Notez aussi, ça c'est un effet induit de la suppression de la taxe d'habitation, que les mairies ne délivrent plus de permis de construire. Pourquoi ? Parce que comme elles ont plus les moyens, elles n'ont plus de taxe d'habitation, notamment d'accueillir de nouveaux résidents et de créer les infrastructures qui vont avec en face, elles préfèrent ne plus délivrer de permis de construire. Et puis j'ajoute les normes environnementales, évidemment. Alors c'est une bonne chose, mais elles bloquent le marché du locatif, notamment dans notre pays. Quelle réponse alors du gouvernement face à cette crise immobilière ? Je sais pas si vous êtes comme moi, Patrick, mais il y en a pas beaucoup. T'as vu le petit blanc? Réponse. Ah non, je passe. Où on n'entend pas beaucoup de membres du gouvernement parler de cette crise de fond de l'immobilier. Il y a peu de réactions du gouvernement officiellement. Alors le mot d'ordre, d'après ce que je comprends, c'est plutôt laissons le marché s'autoréguler. Le mot d'ordre, c'est plutôt le marché des promoteurs n'a qu'à se purger. Mais attention, il y a des grands promoteurs qui sont en difficulté. Nexity, par exemple, Véronique Bélag, la DG, avait attiré l'attention. Ça va avoir un impact sur l'emploi. Ça a un impact sur la promotion immobilière qui est en crise. Et ça a un impact, évidemment, sur une partie du BTP, les bâtiments et travaux publics, qui construisent moins en ce moment. Bon, on n'a jamais vu les Français descendre dans la rue sur des questions de logement et c'est de se rassurer le pouvoir. C'est la petite musique que j'entends, sauf que les crises sociales s'additionnent. L'addition politique est déjà lourde. Qui va la régler, Patrick? C'est une question. Oui, les Français. Seulement, et parmi les réponses possibles, évidemment, c'est de revoir peut-être un certain nombre de normes, notamment là, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire en milieu rural, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne pouvez plus véritablement construire et vous ne pouvez même plus rénover, par exemple, je sais pas moi, une ancienne grange, une ancienne écurie et la mettre en maison d'habitation. Ce n'est plus possible dans beaucoup d'endroits. Ce sont des mesures qui sont ordonnées directement par les préfets aux élus, aux maires. Merci, mon cher Éric Revel. Merci, Patrick. Donc, ils veulent faire payer l'addition aux Français. Mais il n'y a pas aussi que ces raisons. Là, c'est actuel. Là, on est dans le réel. Je t'en ai parlé précédemment. Il y a 16 000 personnes à Lyon qui n'ont pas de logement. Dans beaucoup de régions, ça commence à devenir très, 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 très compliqué. Il y a l'approche de l'hiver. Les constructions sont totalement en stand-by. Et les primo-arrivants, justement, sur le marché de l'immobilier, les nouveaux acheteurs, sont exclus avec les crédits. Donc on commence à voir un peu en office, en fait, devant, ils tiennent une position, mais en arrière, on voit qu'ils essayent de faire quelque chose, mais en fait, ils sont tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire que là, on vient de voir, j'ai pas pris l'article pour le présenter, je vais juste évoquer les faits ici. La Banque de France veut faire une commission pour surveiller les banques, pour le pourquoi du comment, ils refusent les prêts aux gens, en fait.
Maintenant, on essaye de mettre, maintenant l'État, justement, comme ils sont dans la sauce, bah c'est bon. On va commencer à se mettre sur le dos des banquiers. Parce qu'ils veulent pas payer le poids de la responsabilité, donc ils vont mettre ça sur le dos des banquiers. Sauf que il n'y a pas que les arguments qu'on a vus. Il y a aussi une petite loi qu'Emmanuel Macron nous avait fait à l'époque, et là on commence à voir un début d'efficacité. Donc, la lutte contre le dérèglement climatique ou contre les factures d'énergie excessives passe désormais par la lutte contre les passoires thermiques. Pour engager une rénovation accrue du parc immobilier hexagonal, la loi climat et résilience prévoit, donc tu vois, on est dedans, prévoit notamment l'interdiction progressive de mise en place de location de ces logements selon un calendrier que nous vous présentons. La résilience, c'est le symptôme honnête là-dedans. Passoires thermiques, de quoi parle-t-on? Les passoires thermiques sont des logements qui présentent une consommation excessive d'énergie et qui sont non seulement inconfortables pour leurs occupants, mais également coûteux en termes de facture énergétique. Les déperditions de chaleur de ces logements classés F et G, au DPE, sont très importantes du fait notamment d'une mauvaise isolation. Donc, il faut savoir que ça correspond, c'est pas dans l'article, mais ça correspond 30% du parc locatif français. Les logements qui ont été classés F et G. C'est très important par rapport à la suite, hein. Ces habitations ont généralement besoin que soit isolée la toiture, les fenêtres, les murs pour diminuer les déperditions de chaleur et les rendre plus confortables. Oui, c'est une question de confort, c'est ça. Et en effet, vivre dans une passoire thermique implique de souffrir du froid en hiver malgré la présence d'un système de chauffage et en été de la chaleur. Pour autant, une isolation défaillante n'est qu'une des caractéristiques de ces passoires thermiques. Le mode de chauffage et la ventilation restent aussi en ligne de compte. Il est donc utile de rappeler que les termes de passoire thermique s'appliquent à tout logement caractérisé par une consommation forte d'énergie ou une émission anormalement élevée de gaz à effet de serre. Oui, on est dans la réduction de gaz à effet de serre, c'est très gouvernemental. Les passoires thermiques affichent une consommation d'énergie qui échelonne entre 331 et 420 kW par mètre carré par an. Mais c'est des kilowattheures statistiques, comme ceux de la Suède. Oui, c'est ça. Ils font une mesure, voilà, selon ton type d'isolation, on a calculé et défini que ça faisait autant. Voilà, en fait, c'est des normes sur des normes. Si vous chauffez trop, c'est nous qui le déterminons et voilà. Pour logement étiqueté F et qui dépasse les 420 kWh par mètre carré par an pour les logements étiquetés G. On en compte 7,2 millions répartis sur tout le territoire, ce qui représente 17% du parc immobilier. En réalité, c'est 30%. Enfin, pour le F, hein. Pour le F. Ouais. Et après, t'as G aussi. Et G, je te dis, le cumul des deux, c'est 30%. Pour encourager les propriétaires de ces logements à les rénover, ils seront progressivement retirés du marché de la location dans les années à venir. Les années à venir, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils sont retirés. Donc, des mesures ont déjà été mises en place pour lutter contre les passoires thermiques, comme la réforme du DPE, l'obligation pour le vendeur d'une passoire thermique maison de réaliser une audit énergétique et le gel des loyers des logements classés F et G au DPE. Ben, ça marche très bien. Alors, à défaut d'être logés inconfortablement, les gens ne seront pas logés du tout. Le gouvernement a réalisé... Donc, tu vois, en réalité, ça pourrait être une mesure simple qu'ils pourraient faire. Ça arrêter leurs conneries et enlever ces putains de normes qu'ils ont eux-mêmes créées. Parce qu'en plus, c'est un truc en France. C'est pas un truc européen. Justement, j'allais dire, c'est pas l'Union européenne. C'est pas l'Union européenne, c'est un truc, c'est une idée à la con à la Macron. Et là, on en voit les conséquences de ces idées à la con. On va à nouveau voir, comme dans les vieux films américains des années 70, des gens qui mettent un tonneau, qui remplissent de détritus pour se chauffer en hiver. Passoire thermique. Oubliez les mitaines. Les mitaines, les bonnets, et ils chanteront ensemble. Se tenir chaud tous ensemble. Sur des ronds-points. Commençons par les ronds-points.
Donc, depuis le 1er janvier 2023, les logements classés G+, qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an, sont considérés comme des logements indécents. À ce titre, ils ne peuvent plus être mis sur le marché. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, ça a déjà commencé. De mettre sur le marché locatif ces appartements. Après, en 2025, on a les G qui arrivent. Et tu vois, d'année en année. Non, mais je vois très bien Cosette être foutue à la porte en disant « Non, mais tu peux pas virer ici, ce serait indécent. » Donc, tu vois, on va pas lire les années, machin, mais en gros, l'idée, c'est ça. 2025, c'est les logements classés G au DPE. 1er janvier 2028, c'est les logements classés F au DPE. 1er janvier 2034, c'est les logements classés E au DPE. Là, par contre, il va en avoir beaucoup. Crois-moi, si on arrive à tenir jusqu'à 2034 avec Macron. Donc que tout à petit s'entend l'Astérix. Donc là, t'as les fameuses primes. Primes avec les impôts. C'est un gouvernement qui aime beaucoup les primes, tu vois, au lieu de... Voilà. Mais après, on se demande pourquoi on n'arrive pas à tenir les budgets vis-à-vis de l'Union européenne. C'est le genre de petite coquinerie d'Emmanuel Macron, ça et d'autres. Hein. Mais, donc, on avait vu précédemment que les Français ne mangent pas leur faim. Non. Ils vont bientôt se retrouver, pour une grosse partie, sans logement. Bruno est pas forcément très très à l'aise là actuellement. Attends, il nous a dit quoi il y a 3 jours, Bruno Le Maire? La crise est derrière nous. Alors, il nous le dit tous les mois, tu sais, comme pour s'en convaincre. Mais... La méthode Coué. Coué, pas. Donc, il a même été obligé. En fait, il y a une vieille loi qui avait été mise en place il y a à peu près une dizaine d'années sur le fait d'enlever le pain, les produits de première nécessité avec des tickets resto. Mais c'est vrai, là pour le coup, c'est pas la Macronie. C'est un peu une loi, tu vois, qui rentrait dans le calendrier des lois à devoir passer, mais qui était oubliée, tu vois. C'est un peu la continuité, là c'est l'héritage, là ça s'active maintenant. Ça s'active maintenant. Et donc, les fameux tickets restaurants devaient ne plus servir qu'à utiliser des plats consommés. Enfin, des plats préparés. Ça devait être des tickets vraiment pour le restaurant. Non, tu pouvais continuer. Tu pouvais acheter, mais tu pouvais acheter, donc, pour gaver les industriels, tu pouvais acheter... Les salades César composées. Voilà, mais t'as pas le droit d'acheter ta salade. Ni du façon riz. de parler. Oui, voilà, c'est ça. Et par rapport à ça, ça a commencé, on a vu sur X cette semaine s'agiter, ça a été un grand sujet sur X. Face à la chose, Bruno Le Maire a été obligé de rétropédaler. Donc on commence à voir des petits signes de faiblesse de Bruno, là. Il est obligé de revenir en arrière. Là où il veut aller sur les retraites, tout ça. Il est obligé de lâcher du terrain parce qu'il dit, sinon je suis cuit. Donc on va regarder ce petit passage de C'est à vous, parce que même eux ils méprisent Bruno Le Maire, hein. Même Anne-Sophie Lapix, même toute l'équipe à Anne-Sophie Lapix. Ils sont tous, Piketty, tous ils sont en train de se foutre de la gueule de Bruno Le Maire. Attends, Piketty qui se fout de la gueule de Bruno Le Maire. Attends, on y va. Une date butoir qui approche à compter du 1er janvier 2024, il ne sera théoriquement plus possible d'utiliser des tickets restaurants pour acheter des pâtes, de la farine, du riz, des œufs ou encore de la viande. C'est la fin d'une dérogation qui aura duré un peu plus d'1 an pour aider les Français à lutter contre l'inflation, un coup de pouce auquel les consommateurs se sont pourtant habitués. Alors, je les utilise pour faire mes courses principalement. Des pâtes, du riz, sauce tomate, yaourt, vraiment tout pour faire les courses, quoi. C'est ce qui nous permet quand même de compléter, on va dire, d'un point de vue finance, nos courses. Et c'est un sacré coup de pouce. Moi, mes collègues apportent leur gamelle. Du coup, font des économies, achètent des produits pour justement préparer à manger, ça revient moins cher. 1 kilo de pâtes, c'est 1 euro. Avec un kilo, on fait 3-4 repas. Donc, un plat préparé, c'est 5 euros, je crois. Dans ces eaux-là, je pense. Et on fait un seul repas. Donc, du coup, c'est mal jaugé, quoi, entre guillemets. Ou ça ridicule, dans le sens où, effectivement, déjà que la carte ticket restaurant nous aide au quotidien. Si aujourd'hui, on doit sélectionner des produits spécifiques, la plus grande utilité, à part effectivement dans les fast-food ou dans les restaurants, et encore que ça dépend maintenant parce qu'on a un plafond, etc. Donc, au final, je vois pas trop l'intérêt pour nous, consommateurs.
Bonsoir Emmanuel Dutheil. Bonsoir. Journaliste spécialiste des questions économiques et directeur de la rédaction d'Usine Nouvelle. Bruno Le Maire dit ce soir étudier une prolongation de cette dérogation. Peut-être parce qu'ils ont senti quand même non pas la colère, mais en tout cas l'émotion s'exprimer. On vient de l'entendre de la part de ces consommateurs, dont on peut comprendre les réactions. Parce que ce coup de pouce s'arrête, mais l'inflation, elle, est toujours la même. Bien évidemment, en tout cas, on peut parler d'une énorme incompréhension de la part des salariés qui ont des titres restants. Il faut peut-être revenir à l'origine de cette dérogation. On est à l'été 2002, on est sur une loi justement pouvoir d'achat. C'était une des mesures pour aider les gens à lutter contre l'inflation. Pour être honnête avec eux, ça avait toujours été prévu qu'elle s'arrête au 31 décembre 2023, sauf qu'on l'avait collectivement tous oublié. L'été 2020. 2022 pour cette loi pouvoir. Ah, 2022, pouvoir pardon, ouais. 2020. Oui, on l'avait tous oublié. On l'avait tous oublié que ça allait du coup s'interrompre. En revanche, je peux vous dire que là, une décision va être prise, va être annoncée sûrement dans les minutes à venir. Ils vont prolonger, sûrement de plusieurs mois, et ils cherchent ce qu'on appelle un véhicule législatif, parce qu'il faut repasser du coup une loi pour permettre à cette disposition de continuer, parce que du coup, comme vous le disiez très bien, ils ont compris l'émoi que cela suscitait. Parce que ce ticket restaurant, beaucoup de ménages. Il faudrait passer un 49.3. Parce que tant qu'ils rétropédalent, c'est vraiment qu'ils doivent flipper, parce que rappelle-toi le coût des APL et des 5 €, tu vois. C'est bien de parler d'une incompréhension là où il faudrait parler d'une injustice. L'ont intégré dans leur budget de course. Bien évidemment. Bon, déjà, il faut voir que beaucoup de salariés en bénéficient en France. Généralement, c'est 5 millions. Exactement, un salarié sur 3-4 en bénéficie en France. C'est un élément indispensable pour pouvoir payer et pour pouvoir déjeuner. Et qui plus est, pendant effectivement la période d'inflation, puisque avant, c'était réservé uniquement à l'achat de plats préparés ou en tout cas, ce qui permettait vraiment de déjeuner sur le pouce au travail. Et là, beaucoup, effectivement, avaient élargi cela, ne serait-ce que pour pouvoir manger correctement également à domicile. Exactement. Pour ceux... C'est on est de retour du RSS. Les fameux tickets de rationnement. On n'est pas de retour, mais des Français voulaient aller en URSS à une époque. L'URSS est mieux à eux. Qui souhaitaient en bénéficier. Pas que la question du pouvoir d'achat, il y a aussi la question de la malbouffe. Parce que si rien ne change, ce qui ne sera pas le cas, en tout cas, ça va être temporaire. Donc, il y a bien un moment, ça va changer, on reviendra en arrière. Avec ces tickets restaurants, on peut acheter d'habitude, sans dérogation, que des sandwichs, des plats préparés, une soupe, des boîtes de conserve, de quoi provoquer la colère, non seulement de l'association Famille Rurale, mais aussi du député MoDem, membre de la Commission des Affaires économiques, Richard Ramos. On les écoute tous les deux. Ça, c'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est engager une transition alimentaire. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est, vous pourrez plus vous préparer votre filet de merlu. Il faudra acheter une barquette de poissons transformés, ultra transformés, qui sera pas bonne pour votre santé. Les pasta box, les sandwichs triangles dégueulasses, avec du jambon nitrité, avec de la merde dedans, avec plein d'additifs. Voilà, tout ce qui est en DE dans le Nutri-Score. Donc, en fait, on va favoriser les produits ultra transformés contre les produits bruts. Avant de vous faire réagir, Jean-Yves Le Drian, est-ce que ces arguments santé ont pu peser également dans la réflexion du gouvernement pour prolonger cette dérogation? Là, je pense qu'ils n'ont vraiment pas voulu allumer un nouveau feu en lien avec l'inflation, puisqu'on le voit tous quand on fait nos courses. Même si l'inflation a commencé à baisser, les prix sont toujours très, très, très nettement au-dessus de ce qu'ils étaient avant crise. Et surtout, il faut être très clair avec vos téléspectateurs, les prix vont rester très nettement au prix supérieur au prix d'avant-crise. Donc effectivement, beaucoup de familles ont besoin de ce petit coup de pouce, qui n'est pas qu'un petit coup de pouce quand même, puisqu'on parle le ticket restaurant, ça peut aller jusqu'à plus de 13 € pour ceux qui sont au max. Donc c'est quand même pas rien quand on s'en sert au quotidien pour pouvoir déjeuner. Donc c'est une bonne chose de réfléchir à la prolongation de cette Sauf disposition. Que Bruno Le Maire fait preuve de bon sens. Voilà. Comme toujours. Il fait preuve de bon sens. Vous auriez dit le contraire, qu'on aurait été davantage étonnés, mais c'est... Oui, mais bon... Je te l'ai dit, même eux se mettent à le troller. Tu vois, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est le prochain fusible de Macron. Il va perdre tous ses ministres comme ça. Il les a déjà tous perdus. Attends, quand je suis désolé, quand tu passes de Colomb à Castaner, la chute inévitable. C'est une pyramide de Ponzi, tu vois, des politiciens.
Ceux qui se sont retirés au début avaient de la chance. Attends, je vois ça. Apparemment, les tickets resto, ça vous a fait réagir. Hein. Encore. Non, c'est plus bas. À partir de là. Bien sûr, le peuple va pâtir de base de plans d'austérité de compagnie, non? Tickets restaurant uniquement pour le cassoulet en conserve et les raviolis en boîte. Non, raviolis en boîte, c'est foutu. Pourquoi? C'est pas un consommable immédiat. Non, je pense que tu peux prendre. Je pense que les plats picards, ce genre de choses, c'est plus... Si tu peux le consommer directement, donc sans le réchauffer. Bah, tu peux en principe, tu peux les manger. C'est juste pas bon, mais tu peux le manger. Oui, mais à ce moment-là, les pâtes aussi, ou le riz, tu manges comme ça directement. On agresse les Français même dans leur menu. Oui, c'est ça le but. C'est qu'ils vont te dire ce que tu dois faire. Ce que tu dois manger, ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. Ça, c'est la suite, hein. Ils veulent faire des plans. Ils ont un plan santé qui est dans les cartons. On en parlera une autre fois, mais ils ont un fameux plan santé pour les Français. Pour les achever. Diana Prince qui dit c'est scandaleux. C'est essentiel à la fin du mois. Oui, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui en dépendent. Et c'est bien dramatique. Gobelin qui dit pourtant c'est le truc de base d'utiliser les tickets resto pour les pâtes, légumes et viande. La malbouffe, le plat préparé bourré de sel et sucre ajouté, miam. Bah oui, ils ont compris. Justement, ça me fait penser à une petite blague que Adam m'avait fait en off avec Earl, avec My Davisor là. Fais-nous en part. On est dedans là. C'est une superbe scène dans l'un des derniers épisodes de la dernière saison de My Name is Earl, où il vantait les mérites d'un chef de restaurant, du crabe, quelque chose, que le propriétaire était un génie, parce qu'il avait compris qu'en ajoutant progressivement de la viande de poisson avariée dans le menu, les estomacs s'habitueraient et on pourrait augmenter la dose au fur et à mesure. Donc, on peut faire un parallèle avec le sucre. Oui, ils vont sucrer le reste. Le temps est maussade. La gastronomie française qui fait rêver partout dans le monde, ça devient du rationnement. Ben, on va en revenir à la cuisine d'avant-guerre, tout simplement, avec des boucheries canines, et aussi, on va recommencer à manger massivement des escargots et des grenouilles. Sans oublier les chats. Ah oui, les chats. Il y en a partout. C'est un problème écologique, certains disent. Ben, il va être une pierre deux coups. Diana Pritz 61. Il a raison, ce monsieur. Vous voyez, sur les pasta box, c'est ça. Hein. Vagabonde qui dit, en soi, ils ont encore trouvé un moyen de se débarrasser des classes petites et moyennes, malbouffe ou famine, malnutrition ou sous-nutrition, sélection naturelle. Oui, ben c'est le gros problème, c'est tout l'enjeu. Ils sont en train de te parler des problèmes de santé, alors qu'il y a déjà, ça fait des mois en rallonge qu'il y a à peu près 7 millions de Français qui mangent pas forcément à leur faim. À leur faim. Oui. Donc il y a déjà des problèmes de santé, et ça, je le dis déjà depuis des mois. Et là, juste parce que c'est Bruno Le Maire, bon, après, tu vois, voilà, ils ont leur petite importance avec le pouvoir, faut pas fâcher le pouvoir. Mais ils sont en train de te parler des problèmes de santé, genre pour justifier le rétropédalage. La santé passe par la nourriture. Déjà qu'on a des problèmes avec la quantité, maintenant c'est la qualité qui va aussi en prendre. Le temps est maussade dit d'escarabée au lieu du foie gras. Ça peut être pas mal. J'ai goûté à la cuisine éthiopienne et des vers, des sauterelles, etc. Bien préparés. Non, c'est horrible, mais... Et en même temps, Bruno Le Maire aura bientôt un nouveau problème à devoir gérer. Je rajoute une couche. Ah oui. Là, on en avait parlé dans notre vidéo justement sur l'INSEE. Sur les produits préférés des Français. C'est ça. Enfin, c'est l'INSEE vous dit, c'était sur l'inflation justement. Où justement Michel-Édouard Leclerc disait qu'en fait, ils comprenaient pas pourquoi ils veulent continuer à maintenir les méga promos, parce qu'en fait, ça va être une catastrophe. Il alerte déjà le gouvernement depuis 6 mois. Hein. Donc, dans l'urgence, il va annuler. Moi, je te dis... Il va reporter. Il va reporter, oui, c'est ça. Son truc à lui, c'est de reporter de quelques mois, parce qu'il est persuadé que d'ici 6 mois, les prix reviendront avant Covid, avant crise, et que tout sera réglé en quelques mois.
Alors, fin des méga promos sur les produits d'hygiène et de beauté, d'où vient cette mesure qui agace Bruno Le Maire? Donc là, c'est récent, 7 novembre 2023. Donc, il commence seulement à s'emparer de la question. Il a le dossier en main. Bruno a le dossier. Et il a l'air vraiment très efficace. Hein. Déterminé. Peut-être, non, je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Le menu de la cantine? Non, son prochain bouquin de cul. Le script de son prochain bouquin de cul. Lui aussi. Ah bah oui, tu l'as pas... Non. Ah, bon. C'est passé à côté. On lit pas les mêmes choses. Non, mais parce que bon, il y avait... Mais ils auraient dû le mettre à la culture. Il y avait des termes comme dilaté comme jamais qui sont ressortis, ça a fait des bons topics. Voilà. Dès mars prochain, les promotions sur les produits d'hygiène et de beauté seront limitées à 34%. Tu vois, un mars et ça repart. Aux grandes dames des distributeurs et du ministre de l'économie qui milite pour le retrait de la mesure. Non, il voulait pas militer au départ. Mais maintenant, il commence à sentir la nécessité. Donc, elle était censée renforcer l'équilibre entre industriels et distributeurs. 8 mois après son adoption par le Parlement, la loi de Crozaille, ou Egaline, tourne au bras de fer. Parmi les nombreux points de friction, la limitation des promotions sur les produits d'hygiène beauté censée être en vigueur en mars, une mesure irresponsable et inflationniste pour la Fédération du commerce et de la distribution, depuis quand il se posait question sur l'inflation, qui réclame par l'entremise de son président Alexandre Bompard un moratoire sur le texte. Le ministre de l'économie lui-même y est favorable. Je souhaite qu'on puisse faire sauter la limitation des promotions sur ces produits. Et il a rappelé ce mardi matin, dans la matinale de BFM TV, mais Bercy n'entend pas pour autant se substituer aux élus du peuple. C'est un choix fait par le Parlement à l'unanimité. Je respecte le Parlement, en vrai, c'est d'acheter les 39, les 49 francs que vous passez en boucle. Enfin, arrête, vas-y Bruno, arrête. Mens mieux. Protéger les industriels du secteur. Colère des industriels, désaccord de Bruno Le Maire. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les élus de la majorité à adopter une mesure si impopulaire? Le texte de loi adopté en mars dernier offre plusieurs pistes d'explication. Les produits d'entretien et d'hygiène beauté ne sont pas protégés par des dispositifs d'Egalim. Ils ont vu leur taux promotionnel exploser pour atteindre en moyenne plus de 45%, soit plus du double, et celui des produits alimentaires, évidemment. Le phénomène décrit est autre qu'un autre effet pervers de la loi Egalim qui limite depuis 2018 les promotions sur l'alimentaire à 34%. Afin de protéger les agriculteurs malins, les distributeurs avaient alors reporté leur ristourne sur les rayons non alimentaires. L'hygiène et la beauté en particulier. Voilà, c'est pour ça en fait. C'est parce qu'ils veulent taper, ils veulent plus de TVA. Mais alors, si on... à défaut de permettre ça pour la nourriture, maintenant les gens pourront moins bien se laver. Ouais. Et là, enfin voilà, on est sûr. Mais en plus, il y a aussi une info qui est arrivée cette semaine. Comme quoi, apparemment, la bulle du luxe, ça y est, elle a pété. Ouais. Donc, si en plus, tu viens mettre en place, parce qu'ils vont peut-être essayer de faire de la promo de masse pour essayer de stopper de compenser. Et là, si tu vois, ça tombe, le créneau, il est mal tombé, tu vois. Donc. C'est vrai, la crise de la vente de Rolex en France est un vrai problème d'actualité. Oui. Le nouveau marquis de Sade. Qui ça, le temps et Mossad? Macron, Bruno Le Maire? Notre écrivain, maintenant, supplémentaire. Ah, il parle aussi de renflement brun. Dans son livre. Je t'invite, hein. Où sont passés les bons vieux contes de Noël avec Mr. Scrooge, qui devait devenir gentil après avoir la visite des 3 fantômes des Noëls passés et comprendre qu'il ne faut pas empêcher les gens de manger à la fin. Il faut les loger, qui doivent être aidés. En fait, c'est ça. Bruno Le Maire, c'est Monsieur Scrooge. C'est le Grinch. La mesure passe mal auprès des distributeurs. Habitués à attirer les clients à grands coups de promotion, dans une lettre adressée aux différents. Les groupes parlementaires appellent à un moratoire sur l'application de la loi. La mesure touche directement et fortement les ménages français les plus fragiles qui sont de loin les plus promophiles. Bah, tu m'étonnes, ils survivent avec ça. Argue alors le patron de Carrefour. Il juge la mesure infondée économiquement, le secteur étant selon lui largement dominé par les grandes multinationales étrangères. Oui, parce qu'en fait, tu te rends compte, les tickets restaurants, c'est au profit des multinationales. Et là, cette mesure
fait, c'est juste pour de la TVA. En fait, c'est jamais les bons qui gagnent, en fait. Non. Non, mais dans le sens, pour faire tourner une économie, en fait. Enfin, d'où tu favorises les gros, et d'où tu forces davantage plus à l'impôt inconsenti. Enfin, non consenti. Par la suite de tenter de revenir sur le plafonnement des promotions dans le cadre du projet de loi visant à avancer la date de négociation commerciale. Un amendement en ce sens a été déposé au début du processus législatif, il n'a pas fait long feu. Dès le début des débats en commission des affaires économiques, l'amendement a été jugé irrecevable par l'Assemblée. Les députés ont argué que l'amendement s'apparentait à un cavalier législatif, c'est-à-dire une disposition dépourvue de lien avec le projet de loi en question. Un cavalier législatif, c'est encore un de ces cavaliers de l'Apocalypse. Le projet de loi a été peu à peu recentré autour de cette négociation. Bon, enfin bref. La question, on va pas terminer l'article, il se répète. En gros, Bruno va devoir reculer. Parce que là, il voulait pas, mais il va être obligé. Mais comment veux-tu qu'il recule quand la France... Non, c'est pas important. Mais sur quoi? Sur les tickets resto? Sur le logement? Non. C'est pas en fait, reculer, ça. Le problème, c'est qu'il peut reculer, mais le problème, ça va exploser, mais ça va être terrible. Et en plus, la petite pépite sur le gâteau. C'est pour le dessin. Enfin, la petite cerise sur le gâteau, autant pas la pépite. La petite cerise sur le gâteau, on apprend quoi? Macron est dans la sauce, son quinquennat est foutu. Parce que, voilà, à l'image de Bruno Le Maire, on a de super techniciens à l'Élysée. Donc, on va écouter ça ensemble. C'est pure politique qui nous avance. C'est tout frais, hein, ça a un jour. Mais ça va venir consolider que ça va forcément pousser par le bas. C'est déjà réglé, oui. Et on y va. C'était mercredi dernier à Berne, en Suisse. Alors qu'il est de tradition que le président de la République s'abstienne de commenter l'actualité nationale depuis l'étranger, Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère contre Éric Ciotti. Le président des Républicains venait de lui faire savoir qu'il n'assisterait pas à la nouvelle rencontre de Saint-Denis, prévue 2 jours plus tard, ce vendredi donc. Motif officiel, l'absence du président lors de la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre. Je pense que utiliser le contexte que nous vivons pour justifier une absence à une réunion de travail sur des réformes constitutionnelles est absolument indigne de la part d'un dirigeant politique. Et utiliser ce qui se passe actuellement pour faire un projet de loi liberticide. On en parle, Emmanuel Macron, c'est pas indigne. Pour lui, c'est digne d'un projet politique. Ah, c'est ça. Et heureusement que pour lui que c'est plus l'Europe. Le crime de haute trahison n'existe plus parce que Macron, il s'en serait déjà pris quelques-unes de balles dans la tête. Actuel. Indigne. Je pèse mes mots. Pourquoi cette orage froide ? Parce que c'est tout le plan d'Emmanuel Macron pour les prochains mois, voire les prochaines années qui s'effondrent. Dans son courrier d'invitation au chef de parti, le chef de l'État annonçait qu'il voulait proposer l'élargissement du champ du référendum, autrement dit, modifier la Constitution pour que le peuple français puisse désormais se prononcer sur des questions de société. Et au premier chef, sur l'immigration, une revendication des Républicains d'Éric Ciotti. Emmanuel Macron pensait faire coup double, s'attirer les bonnes grâces des Républicains et rester dans l'histoire des présidents de la République comme celui qui aura redonné au peuple la possibilité de s'exprimer plus largement. Ce qui au passage ne manque pas de sel au regard de l'usage compulsif de l'article 49.3 par le gouvernement. Mais cette stratégie présidentielle à double détente s'est terminée par un désastre. La défection des Républicains est venue s'ajouter à celle de la France Insoumise et du Parti Socialiste. Résultat, le président a été contraint de reconnaître que son projet de réforme de la Constitution ne réunissait pas les conditions d'un accord minimal, un véritable camouflet. La scoumoune présidentielle ne s'arrête pas là. Adieu la présidence à vie Emmanuel Macron, c'est fini. Tu ne pourras plus te représenter. Ça, c'est le premier coup dur. Deuxième coup, il arrive. Pour faire passer son projet de loi sur l'immigration, malgré l'opposition des Républicains, le gouvernement comptait utiliser l'article 49.3. Comme c'est original, comme c'est inattendu. Eh bien, il ne pourra peut-être pas y recourir, car il semble que les stratèges de Matignon se soient pris les pieds dans le tapis de la Constitution. Je vous rappelle la règle, à l'exception des textes budgétaires où c'est open bar, la Première ministre n'a le droit d'utiliser l'article le plus célèbre de la Constitution qu'une fois par session.
Il n'y a qu'une session par an. Elle s'étale du début octobre à la mi-juillet. Mais le gouvernement peut rajouter des sessions extraordinaires avant ou après la session ordinaire. C'est ce qu'a fait Matignon juste avant l'actuelle session, à la fin du mois de septembre. Pendant une semaine, l'Assemblée a siégé en session extraordinaire, juste pour permettre l'adoption, grâce au 49.3, de la loi de programmation des finances publiques. Malgré son intitulé qui pourrait laisser penser le contraire, ce texte ne fait pas partie des textes budgétaires. Le gouvernement a donc grillé l'unique cartouche 49.3 de la session extraordinaire, mais comme elle dure une semaine, pas de problème. Le 13 novembre, la loi de programmation des finances publiques est revenue pour une dernière lecture devant les députés. Le gouvernement a à nouveau dégainé son 49.3. Pour lui, il s'agit du droit de suite du 49.3 utilisé au mois de septembre. Je vous laisse aller chercher un Doliprane ou un Memento d'Alloz et je reprends l'explication. C'est ici que tout se joue. Respirez un grand coup, c'est presque fini. En vertu de ce droit de suite, Matignon considère que le recours du 13 novembre à l'article 49.3 ne le prive pas du droit à utiliser le même article lors de cette session ordinaire. C'est faux, répond le Rassemblement national qui, le 16 novembre, a saisi le Conseil constitutionnel sur ce point. Puisque la session s'est terminée avant l'adoption de la loi de programmation, en dernière lecture, soutiennent les députés lepénistes, il faut considérer que le droit de suite invoqué par le gouvernement est interrompu. Sans s'en apercevoir, Matignon a gaspillé l'unique 49.3 auquel il avait droit jusqu'à la fin de cette session. Cette subtilité juridique n'a l'air de rien, mais le diable se niche toujours dans les détails. Si le Conseil constitutionnel confirme l'analyse du Rassemblement national, le gouvernement ne peut plus faire passer en force quelque texte que ce soit, à commencer par le projet de loi sur l'immigration. Justement, l'examen de ce texte au Palais Bourbon commence le 27 novembre. Toujours dans la même hypothèse, l'exécutif va être contraint d'avaler toutes les couleuvres des Républicains s'il ne veut pas être mis en minorité. L'ennui, c'est que son aile gauche ne veut pas entendre parler d'un compromis avec Olivier Marleix et Éric Ciotti. Bref, le téléphone et les boucles Telegram vont chauffer dans les prochaines semaines. Jacques Chirac aimait à répéter que les emmerdements, ça vole toujours en escadrille. Il avait diablement raison. La preuve, à ce bazar institutionnel, il faut maintenant ajouter la hausse du taux de chômage au troisième trimestre 2023. 7,4%. Même la théorie du ruissellement a fini par aller voir ailleurs si elle marche. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand c'est non, c'est non. Donc, là, concrètement, on a l'occasion où Macron pourra plus rien faire passer jusqu'à la fin de son quinquennat et il peut plus se représenter. Il vient de se prendre une double pilule dans la tronche. Ce qui fait que fini Bruxelles et l'opportunité, c'est que c'est Bruxelles qui va prendre les commandes. Et ça va, du coup, par état de fait, mettre Macron sur le carreau. Mettre Macron sur le carreau. Les Français vont pas vouloir répondre de l'Union européenne parce que ils ont refusé non et ils sont en droit de refuser. Donc, on est peut-être sur un moment historique qui est en train de se pointer le bout de son nez. Vous pouvez dire que j'y étais. Donc, c'est incroyable. Mais... Et de toute façon, c'est pour ça que Bruno Le Maire, il est en sale position, parce qu'il sait qu'il va sauter. Là, ce qui est en train de se passer, c'est la Macronie en déroute, mais en déroute totale. C'est pas un siège éjectable. C'est une fusée qu'il a en dessous. Une bombe. J'espère qu'il va emmener Thomas Cazenave avec lui. On est copains, hein? Non, je te connais pas. En tout cas, voilà. Alors, c'est quand même, ça reste malgré tout optimiste. C'est pour ça, je pense. Il faut l'aval du Conseil constitutionnel encore. Ouais, enfin, ils pourront pas se défausser de ça, Conseil. Là, c'est. Je l'espère. Non, mais. Là, ça va être très compliqué pour eux de se débatouiller. C'est mort, là. Là, ils vont pas pouvoir. Et puis, n'oublie pas, si Macron saute, eux, ils sautent. Donc, enfin. L'effet domino. Ouais. Ça va pas régler tous les problèmes d'un coup. Non, mais ça va permettre justement de pouvoir rééquilibrer les chances et peut-être donner un appel d'air aux gens, peut-être pour insuffler quelque chose de nouveau. Une prise de conscience un peu plus collective. Non, je vois pas ce qu'il peut faire, Macron. Décréter un troisième Covid dangereux, tout le monde confiné. Pardon. Bah, écoute, il aura fait le Covid, il aura fait la pandémie, il aura fait les guerres. Alors même là, tu vois, mine de rien, ça marche plus autant qu'avec la guerre en Ukraine.
Parce qu'en fait, tant qu'on te balance ce genre d'image, on te dit il y a pire que chez toi et ça évite que la population s'agite dans le pays. Mais là, la faim et le logement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le début de la fin ou c'est une opportunité dans le live, enfin dans le chat? Faudra déboucher le champomis. Sabre le champomis. Le début de la fin. Alors, la Macronie bat de l'aile depuis longtemps. Alors oui, Gobelin. Mais c'est, je pense, la première fois où elle est la plus fragile. Elle se fragilise d'année en année, mais là, vraiment... Ben, elle est en train de voler dans le ciel, elle bat de l'aile, et c'est la saison de la chasse qui approche, donc... Il y a un coup à jouer. Non, mais moi, je pense que de toute façon, il est cuit. Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Macron se représentera pas. Il va peut-être même quitter la France. Bah, il est obligé. Après ce qu'il a fait, il va être obligé de quitter la France. Mais il pourra pas aller à Bruxelles comme il l'aurait fait avec Tusk. Ouais, c'est possible. Ouais, par contre, c'est possible que tu retrouves Macron à Bruxelles. Hein. Oui, comme secrétaire ou à la réception, ou Dame Pipi. Non. On pariait sur les cavaliers de l'Apocalypse du début du live. Ben, notre réponse, on l'a, la famine. Ah, la famine, elle est déjà, ça fait déjà un moment qu'elle pointe le bout de son nez. On l'avait déjà vu depuis la période même du Covid. On voyait tous ces étudiants qui faisaient la queue devant les Restos du Cœur, les Restos du Cœur qui sont en PLS parce que justement ils n'arrivent plus à... Ils sont déjà obligés de rejeter ils n'arrivent plus à contenir justement la demande. Donc la famine est déjà là. C'est maintenant le nouveau truc qui arrive, c'est la crise de logement qui va se développer et qui va gangréniser la société française. Bon, tu leur enlèves à manger, tu leur enlèves le fait qu'ils ont plus de hobby, l'ambiance qui est exécrable, ambiante. On a tout, on a un cocktail détonnant, quoi. Il faudra faire une demande d'aide humanitaire pour la France bientôt. En tout cas, on espère que le sujet vous a plu. Pour ceux qui sont dans le live, qui ne sont pas abonnés, nous vous invitons à vous abonner sur nos différents liens, qui sont X, YouTube et bien évidemment Twitch. Particulièrement Twitch.